Pourquoi la famille? Osons un jeu de mots. Pour tous, c'est le sujet le plus familier. Et pourtant, que savons-nous vraiment de la famille? La représentation que nous en avons est la plus commune. Une femme, un homme, hétérosexuel donc, parents de 2 enfants, un garçon et une fille. L'ensemble se nomme une famille nucléaire, c'est-à-dire réduite à son noyau. Une fois que l'on a dit cela, les limites de cette définition sont criantes. D'abord, parce que nous constatons que de plus en plus de personnes vivent seules avec ou sans leurs enfants. Certaines se remarient, d'autres vivent avec une personne du même sexe, d'autres enfin souhaitent maintenir une vie de couple, mais à distance, chacun chez soi. Enfin, nous constatons que cela n'a pas toujours été vrai. Nos grands-parents faisaient davantage d'enfants. Ils se mariaient plus jeunes, étaient veufs plus tôt et plus fréquemment. Ils se remariaient parfois jeunes. Enfin, dernier élément qui relativise notre représentation de la famille, la présence d'une forte communauté d'origine étrangère sur notre territoire nous rappelle que la forme la plus courante que nous connaissons n'est pas universelle. À l'école, dans notre quartier, au travail, nous rencontrons des familles plus nombreuses, qui se rencontrent plus fréquemment, moins individualistes, souvent avec une forte contrainte sociale. Dès son origine, la sociologie s'est penchée sur la grande diversité des formes familiales. Celle-ci peut prendre pour indicateur la cohabitation. Combien de personnes habitent sous un même toit? Combien de temps? Combien de générations? Cette cohabitation exclut-elle ou intègre-t-elle les cadets, les filles et leurs conjoints? C'est en 1863 que Frédéric Leplé, un des tout premiers sociologues, fit paraître sa réforme sociale dans laquelle il distinguait 3 formes de famille. Premier type de famille, la famille patriarcale. Dans celle-ci, le père conserve près de lui tous ses fils mariés. Il exerce sur eux, sur leurs enfants, une autorité forte. Les biens y sont indivis, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne en particulier. C'est le père, donc, qui décide des travaux et de l'épargne. Lorsque les ressources deviennent insuffisantes pour une trop grande maisonnée, alors la famille essaime, c'est-à-dire qu'elle va se séparer pour en constituer une nouvelle. Cette opération se fait toujours sous l'autorité du père qui désigne le nouveau patriarche. Quant aux filles, elles quittent leur famille d'origine pour en rejoindre une autre. Second type de famille, la famille instable, qui est d'abord la forme des familles ouvrières depuis la révolution industrielle. Mais ce modèle se propage ensuite, toujours selon Leplé, en direction des familles bourgeoises. Nous reconnaissons là un modèle familier. Constitué par l'union de 2 époux, elle s'accroît d'abord par la naissance des enfants, elle s'amoindrit lorsque les enfants quittent la cellule familiale, et elle se dissout enfin par la mort des parents. Enfin, troisième et dernière forme, la famille souche, qui est un type intermédiaire aux 2 autres. Celle-ci repose sur la liberté testamentaire. Pour être bref, un seul héritier marié continue à vivre avec ses parents. Tous les autres doivent partir. La préférence de Leplé va clairement pour cette dernière forme, qui, nous dit-il, concilie, dans une juste mesure, l'autorité du père et la liberté des enfants, la propension à la nouveauté et le respect de la tradition. Nous comprenons, à travers cet exemple, pourquoi la famille s'est imposée comme un des thèmes de prédilection des sociologues du XIXe siècle. La famille est posée comme garante de l'ordre social. Or, la famille est déjà, pour l'époque, en crise. C'est donc la famille qu'il faut sauver pour garantir l'ordre social. Alors, s'agit-il de vieilleries condamnées par l'histoire? De nostalgie d'un autre âge? Je ne le pense pas, et pour 2 raisons. D'abord, parce que les formes familiales ne sont pas fixées et continuent d'évoluer chez nous comme ailleurs. Aujourd'hui, la famille n'est pas exactement la même aux États-Unis et en Europe, en France et en Allemagne, en Normandie et dans le Limousin. Ensuite, parce que de la forme de la famille dépendent, si l'on en croit certains sociologues contemporains, notre attitude face au monde environnant, solidarité ou repli individualiste, ouverture au monde ou enfermement communautaire.
Les types de familles peuvent se repérer à travers l'âge moyen au mariage. Les familles souches, autoritaires, retardent le mariage des enfants et sont caractérisées par un fort taux de célibat. Les familles patriarcales ont un âge au mariage plus précoce, un célibat plus rare. Voyons maintenant ce que nous disent ces chercheurs sur les formes familiales dans la France contemporaine. Celle-ci s'unifie autour du modèle de la famille nucléaire, urbaine et industrielle, aujourd'hui nous dirions plutôt servicielle. Toutefois, notons la persistance, au moins dans les esprits, de deux autres formes. La première contrôle peu les mariages. Elle est associée à la dépendance de ses membres et à leur esprit communautaire. La seconde, en revanche, contrôle fortement le mariage de ses membres. Elle est caractérisée par une adhésion nette au principe d'autorité. C'est pourquoi nous la désignerons sous le nom de famille autoritaire. Nous disposons donc de trois formes. La première, individualiste, c'est la famille nucléaire. La seconde est communautaire, et la troisième, enfin, la famille souche, est sous l'autorité d'un patriarche tout-puissant. Nous retrouvons le critère de la cohabitation. Des parents et des enfants non mariés, dans le premier cas, des parents et des fils mariés, dans le second cas, et enfin des parents et un seul fils marié, dans le troisième cas. Mais ce critère de la cohabitation, s'il nous donne des indices sur la nature des relations, ne l'explicite pas. Nous recourons donc à un second critère, celui de la relation entre le père et les enfants. Celle-ci dépend de la manière de partager l'héritage et des aides accordées. Dans le premier cas, le partage est en principe égalitaire. Il l'est en tout cas en France, où la Révolution française l'inscrit dans le Code civil. Dans les pays latins, où prédominait la forme communautaire, mais aussi en Finlande et en Chine, le partage l'est également. En revanche, dans les pays de famille souche allemande et japonaise, il n'y a qu'un seul successeur. Les autres doivent sortir de la famille, voire émigrer. Cette description faite, il nous reste à examiner pourquoi les formes familiales changent et quels en sont les effets immédiats puis à long terme. Le premier facteur peut être un cataclysme, comme en Irlande. Après la famine de 1848, l'âge au mariage est élevé. De nombreuses personnes sont restées célibataires, tandis que beaucoup durent émigrer. C'est ainsi que s'est imposé un système de famille souche très dur en une seule génération. D'autres phénomènes sont heureusement plus lents et moins dramatiques. Dans la plupart des régions françaises, la mutation s'est faite sur 3 siècles, sans que les causes en soient parfaitement claires. Suggérons, à titre d'hypothèse, l'effet de la religion, qui dispose de son propre modèle d'organisation familiale. La division du travail, qui fait que l'on hérite de moins en moins de la profession du père, et conduit à chercher de plus en plus loin de nouvelles ressources. Enfin, la modification dans le droit matrimonial, fiscal et de succession. À titre d'exemple récent, l'amendement sur la fiscalité des couples non mariés avait pour but de retirer à ceux-ci un avantage relatif, tandis que le PACS servait à résoudre le problème de succession des couples non mariés. Alors, comment cela s'est-il passé pour ceux qui vivaient ces changements? Eh bien, souvent très mal. Ainsi que l'ont noté les auteurs qui ont servi à cette émission, une telle transformation ne peut être qu'un cataclysme humain. Ce qui est en jeu, c'est la perte du sentiment de sécurité et la montée d'une angoisse sociale. Par exemple, dans le Var et la Haute-Vienne, on repère, dès le dernier quart du XIXe siècle, une montée du nombre de suicides. En Provence, c'est la folie qui se développe. Dans le Limousin, comme dans la France du Nord, c'est l'alcoolisme. Bien entendu, il s'agit là d'hypothèses discutables, puisqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres phénomènes, tels que la pénibilité au travail dans les sociétés nouvellement industrialisées, le type de rapports sociaux que celles-ci imposent, ou les notions d'efficacité et de productivité l'emportent sur les relations traditionnelles d'allégeance et de loyauté. Voyons maintenant quels en sont les effets à plus long terme. S'agit-il d'une vieille histoire dont les effets seraient en voie de résorption? Une telle conclusion serait hâtive. Au niveau global, de telles évolutions influent sur les choix politiques et se mêlent, voire surdéterminent, les choix influencés par la position sociale,
l'éducation ou la religion. Enfin, au niveau individuel, relevons la très grande vulnérabilité de nos contemporains au stress, à l'insomnie, qui se traduisent de plus en plus souvent par le recours aux médicaments, à l'alcool et débouchent parfois sur des suicides, désormais de plus en plus sur le lieu de travail. Là encore, ce qui est en jeu, c'est la famille comme protection morale. De même que le travail, qui n'est pas qu'un lieu où on produit, mais aussi un lieu de socialisation, la famille non seulement ne protège plus, mais parfois expose. Les divorces, les ruptures maritales et filiales contribuent à cette exposition et renforcent la vulnérabilité engendrée par la précarité du travail. Alors, au terme de ce tour d'horizon, quelles conclusions tirer? D'abord, qu'il n'y a pas lieu d'être nostalgique de formes condamnées par l'histoire. Ensuite, qu'aucune de ces formes n'a jamais été figée. Au contraire, elle continue d'évoluer sous nos yeux. Ainsi, le modèle nucléaire, que nous connaissons bien, s'est transformé dans les pays anglo-saxons en famille nucléaire absolue, hyper-individualiste, où les enfants sont incités à quitter le domicile familial le plus tôt possible. Or, ce modèle s'impose aux États-Unis en l'espace d'une seule génération, quelle que soit l'origine de la famille qui immigre, et donc quelle que soit la forme familiale des parents dans le pays d'émigration. Il s'agit d'un modèle très dur, dans lequel les parents décident quel enfant héritera, tous ou un seul, et selon quelle proportion. Pour reprendre l'expression de Frédéric Leplé, les modèles auxquels nous sommes confrontés sont instables. Mais n'oublions pas que le modèle statistiquement majoritaire est celui de la famille communautaire, autoritaire et égalitaire qui domine la Chine. Rien ne dit que ce ne soit pas notre avenir.